Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du livre de Patrick Artus, La folie des banques centrales, paru en 2016. C'est un livre qui explique un petit peu la situation monétaire actuelle, les conséquences de la crise de 2008, les politiques monétaires non conventionnelles, comment ça marche, quelles sont leurs conséquences, quels sont leurs effets, et puis surtout comment sortir de ces politiques non conventionnelles et qu'est-ce qu'il faudrait pour rétablir un ordre monétaire à peu près stable. Donc, ça va être une série de vidéos en 3 parties. Ça va être la première. Je vais essayer de faire des épisodes qui durent pas trop longtemps, entre une demi-heure et 1 heure. Donc, j'ai lu le livre, bien sûr. J'ai les notes qui sont là. Et puis, on va voir chapitre par chapitre ce qu'il faudrait retenir. Donc, comme ça, si vous n'avez pas envie de lire le livre, si vous avez simplement envie d'écouter et de savoir ce qu'il faut en retenir, ça se passe ici. Voilà. Donc, vous pouvez écouter. Vous pouvez regarder la vidéo. Et puis, on va commencer sans tarder. Donc, premièrement, un petit peu l'introduction. Il faut savoir que on est dans un monde aujourd'hui, donc là je tourne la vidéo en 2023, bien que le livre soit paru en 2016, mais déjà en 2016, on était dans un monde monétaire complètement instable et complètement inouï. Dans le sens où jamais auparavant, on avait vu un tel excès de liquidité. Qu'est-ce que la liquidité? La liquidité, c'est la monnaie banque centrale. On y reviendra un peu plus tard. On n'avait jamais vu un tel excès de liquidité sur les marchés financiers. Il faut comprendre que à la suite de 2008, des mesures drastiques, on y reviendra plus tard dans le bouquin, c'est l'introduction pour l'instant, mais des mesures drastiques en matière de politique monétaire avaient été prises pour bien sûr relancer la croissance. Bon, c'était tout à fait méritable et louable à l'époque. Le problème, c'est que ces mesures, au lieu de s'arrêter une fois que la crise s'est atténuée, comme ça aurait dû l'être, ont persisté dans le temps et ont fait des conséquences qu'on n'avait jamais vues auparavant. On modifiait complètement la structure des politiques monétaires, la structure même de l'économie d'ailleurs, et ont engendré un tas d'effets néfastes. Alors, quels sont justement ces effets brièvement néfastes qu'on retrouvera et qu'on va étudier tout au long de cette série de vidéos? Pour vous donner un aperçu, l'excès de liquidité qu'on connaît sur les marchés, et dont on va parler de l'origine juste dans quelques instants, l'excès de liquidité a causé plusieurs choses. Premièrement, un endettement énorme de la part des agents, mais un endettement qui n'est bien sûr pas couplé à de l'inflation. Donc, ce qui fait que l'inflation ne peut pas grignoter la dette. On a également une bulle des bulles, plusieurs bulles, une augmentation plus simplement du prix des actifs sur les marchés financiers qui est absolument vertigineux et complètement décorrélé de la réalité et des fondamentaux. On a bien sûr également, troisièmement, une économie qui est dopée à la liquidité, qui est complètement accro. Donc, ça a un lot de conséquences complètement néfastes. Et puis, on expliquera également par la suite par quel mécanisme on en est arrivé là. On a également une contraction des primes de risque. On a une monnaie, enfin une planche à billets surtout, qui pense pouvoir régler des problèmes qui sont fondamentalement structurels, pardon. Et bien sûr, on a un sentiment d'hystérie qui commençait déjà en 2016 à réapparaître sur les places financières et surtout des comportements moutonniers, ce qui n'implique rien de bon pour l'avenir du monde financier. Alors, sans plus tarder, on va passer au premier chapitre du livre qui explique un peu comment on en est arrivé à cet afflux de liquidités qui est gigantesque dans l'économie. Et puis, dans un second temps, on parlera un peu des conséquences. Pour l'instant, revenons aux origines de la situation dans laquelle on se trouvait déjà en 2016 et puis dans laquelle on est toujours finalement. Pourquoi la planche à billets s'est-elle emballée? Bon, pour comprendre ça, il faut comprendre un petit peu les politiques économiques. Donc on va faire un petit rappel. En économie, on a 2 types de politiques. On a la politique budgétaire, qui sont les dépenses de l'État. Et on a la politique monétaire, qui est tout simplement la manière dont la Banque centrale régule la quantité d'argent, de liquidité dans l'économie. Donc, petit rappel, la Banque centrale fixe son taux d'intérêt directeur, qui est le taux d'intérêt, enfin ses taux d'intérêt directeur, mais simplifiant en parlant de son taux d'intérêt directeur, qui est le taux auquel elle va prêter aux banques commerciales, de la monnaie centrale, à partir de laquelle les banques commerciales vont octroyer des crédits, etc., avec le multiplicateur monétaire.
En temps normal, le but d'un banquier central, c'est d'accompagner les cycles économiques. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'économie va bien et que la croissance a tendance à assez accélérer, généralement, le banquier central va augmenter le taux d'intérêt directeur au-dessus du taux de croissance réel de l'économie. Pourquoi il fait ça? Pour éviter l'inflation. C'est pas pour embêter la croissance, c'est pour embêter l'inflation. Car généralement, une économie qui s'emballe est synonyme d'inflation. Et puis à l'inverse, quand une économie rentre en récession, c'est-à-dire une fois qu'on a réussi à faire partir l'inflation, le banquier central va avoir tendance à baisser le taux d'intérêt directeur en dessous du taux de croissance réel de l'économie pour octroyer plus de crédit, pour faire un choc de demande, etc., etc. Ça, c'est en théorie. Alors, arrive la crise des subprimes en 2008 et arrivent donc les banques qui ont peur et qui ne se prêtent plus entre elles après la faillite de Lehman, etc., qui se soupçonnent chacune d'avoir des actifs pourris au bilan. Et donc, il y a une véritable crise de liquidité. Il y a ce qu'on pourrait qualifier un problème de tuyauterie. D'accord? Donc, la banque centrale, les banques centrales du monde entier sont arrivées et ont dit voilà, c'est pas grave, on va mettre de la liquidité autant qu'il faudra et faites-vous confiance et ne faites pas effondrer le système. Et ça a plutôt bien marché. Donc, les banquiers centraux ont été acclamés en héros, si bien que on a pris une sorte de réflexe qui est de se tourner vers eux directement à la moindre crise pour leur dire voilà, les gars, c'est à vous de jouer, c'est à vous de nous sauver. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que la politique monétaire ne résout pas tout. D'accord? Et que si on se tourne également vers les banquiers centraux aujourd'hui, c'est également parce que la politique budgétaire ne peut plus être utilisée pour relancer la croissance. Ce qui est avant tout le but. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est tout le but des politiques monétaires ou des politiques budgétaires, c'est de maximiser la croissance et le PIB à long terme. Donc, étant donné qu'après 2008, les États étaient déjà très endettés et se sont endettés structurellement, et ben forcément, la politique budgétaire, on dit qu'elle s'use quand on l'utilise. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout en capacité de faire des énormes relances budgétaires. Du moins, en 2016, quand je dis aujourd'hui, il faudrait que je sois assez prudent, c'est en 2016, au moment où le bouquin est écrit. Donc, étant donné qu'on ne peut pas vraiment utiliser la politique budgétaire, on se tourne vers la politique monétaire. Le truc, c'est que après avoir baissé leur taux directeur en 2008 et puis avoir mis plein de liquidités sur les marchés, les banques centrales, une fois la crise atténuée, auraient dû remonter, comme elles l'ont toujours fait, leur taux. Or, elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Elles ne l'ont pas fait parce qu'elles voulaient faire repartir de plus belle la croissance, ce qui n'a pas forcément marché. Mais surtout, elles ne l'ont pas fait car il n'y avait pas d'inflation. Et ça, c'est un point sur lequel on reviendra un peu plus tard dans le bouquin, mais le fait que la bête noire des banquiers centraux et des banques centrales, c'est l'inflation. L'inflation ou la déflation. Le but d'une banque centrale, avant tout, c'est bien sûr de favoriser la croissance, mais c'est surtout, et notamment dans le cadre par exemple de la BCE, c'est de maintenir une cible d'inflation dans une fourchette de 2%. Donc, si l'inflation n'est pas là, les banques centrales se sont dit pourquoi pas garder les taux en plancher, ça peut que favoriser la croissance. Sauf que malheureusement, on le verra, mais c'est quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. Et puis surtout, ça a donné lieu à justement des dérives, des politiques monétaires, ce qu'on appelle non conventionnelles. Pourquoi? Parce qu'en 2008, donc, les taux d'intérêt au plancher, les taux à 0%, et donc, pour autant, une économie qui ne repart pas. Donc, alors, on se dit, il faudrait presque que les taux deviennent négatifs, ce qui a été le cas, mais ce qui est une situation qui ne peut pas rester longtemps. Pourquoi? Parce que si un taux directeur est négatif, ça veut dire que tout le monde va se mettre en cash, tout le monde va se mettre en liquide, tout le monde va préférer avoir de l'argent sur son compte bancaire que de le placer et perdre de l'argent. Donc ça, c'est un phénomène que Keynes avait déjà théorisé à l'époque, et qui était le phénomène de trappe à liquidité. Lorsque vous avez des taux d'intérêt trop bas, l'épargne est stérilisée parce que personne ne veut investir nulle part parce que ça ne vaut pas le coup. D'accord? Donc, malgré ces taux à 0%, qui ne faisaient pas repartir l'économie comme ça avait été le cas dans le passé, les banques centrales se sont dit, OK, il faut qu'on trouve un autre moyen d'améliorer ça. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir
augmenter la liquidité sans passer par les taux directeurs. Autrement dit, sans passer par le canal du crédit. Parce que le taux directeur, le but, c'est de donner de l'argent pas cher aux banques pour qu'elles-mêmes, elles donnent de l'argent pas cher aux acteurs de l'économie, aux entreprises et aux ménages, voire aux États, même si en réalité, la planche à billets n'est pas censée financer les États, petite parenthèse. Mais le but, c'est de faire un choc de demande. Or, à la suite de 2008, les acteurs, tous, ménages, entreprises, États, sont déjà très 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 endettés. Et par conséquent, ne vont pas encore plus emprunter parce qu'il y a une capacité d'endettement, il faut pouvoir être en capacité de rembourser sa dette, etc., etc. Donc comment peut-on faire pour augmenter la liquidité dans un monde où les taux sont déjà à 0%? On ne peut pas avoir des taux négatifs, on l'a dit, sinon les gens se mettent en cash. Eh bien, on fait ce qu'on appelle des politiques monétaires non conventionnelles, du quantitative easing notamment, ou du assouplissement quantitatif en français, qui est devenu célèbre à la suite de 2008, qui a pourtant déjà été utilisé au Japon en 2000 ou en 2001, je ne sais plus, j'ai plus la date exacte, je crois que c'était en mars 2000, mais qui a vraiment été célèbre, qui est vraiment devenu célèbre à partir de 2008, à partir de novembre 2008, lorsque les USA ont commencé le Quantitative 1, donc le QE1. Qu'est-ce qu'un programme de quantitative easing? C'est pas très compliqué à comprendre. Dans le fond, le quantitative easing, c'est le fait de racheter des titres déjà existants sur les marchés financiers grâce à la liquidité créée par la Banque centrale. Donc concrètement, admettons que vous et moi passons un contrat, donc une obligation. Je vous prête de l'argent, je vous prête par exemple 100 euros, que vous me rendez dans 10 ans et sur lequel vous allez me payer un intérêt de 5% par an, un coupon de 5% par an. Donc on signe le contrat, moi je suis investisseur, je vous donne vos 100 euros et en échange vous me donnez un bout de papier. Bon, aujourd'hui tout est dématérialisé, mais vous émettez une obligation. Je suis l'investisseur, j'ai investi en vous, je détiens cette obligation. Ce qui va se passer, c'est que la banque centrale, d'accord? Donc c'est important, oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la banque centrale qui va arriver, qui va créer de l'argent de nulle part, puisqu'elle a le pouvoir de créer de l'argent de nulle part, la banque centrale. Elle va créer de la liquidité et va me dire, tu sais quoi, je vais te racheter ton obligation, je vais la mettre dans mon bilan, et puis en échange, je vais te donner de la liquidité. Avec cette liquidité, tu vas pouvoir aller investir à droite, à gauche, et normalement, c'est censé faire repartir l'économie. Ça, c'est en théorie, d'accord? Parce que dans le fond, ça n'a pas marché. Enfin, on voit bien, on en parlera des conséquences un peu plus tard, mais on voit bien qu'il y a un réel décalage entre la théorie et la pratique. Finissons-en, avant quand même de passer à la suite, de parler du quantitative easing. Le quantitative easing, le but, dans tous les cas, c'est toujours de mettre les taux d'intérêt réels, donc pas les taux d'intérêt directeurs, qui de toute façon, eux, sont à 0%, mais les taux d'intérêt, on va dire, réels, en dessous des taux d'intérêt de croissance réelle, mais à long terme également. Donc c'est-à-dire que, tout comme à l'époque, les banques centrales, rien qu'avec le taux d'intérêt directeur, pouvaient mettre les taux d'intérêt réels en dessous de la croissance réelle, il faut réussir à comprendre. Cette fois-ci, vu que les taux sont déjà au plancher, elles vont essayer, encore une fois, de faire baisser encore plus le taux réel grâce au quantitative easing. Et le but également du quantitative easing, c'était de dire, voilà, il y a un crédit qui est encore plus bon marché, il y a plein de liquidités, ça va être génial, tout le monde va emprunter, il va y avoir de la demande, etc., etc. Ça a conduit à quoi? Ça a conduit à, comme on l'a dit, une hyper liquidité. On vit dans un monde du coup où aujourd'hui, aujourd'hui en 2016, à l'époque du bouquin, la base monétaire mondiale, exprimée en dollars, était de 20 000 milliards. Et faudrait regarder, là, j'ai pas du tout pris la peine de regarder avant de faire la vidéo, mais il faut savoir que ça a encore explosé et ça a continué après avec le Covid, etc. Tous les programmes de relance, la plupart des obligations d'État ont été prises dans les bilans des banques centrales. Bon. L'objectif à la base du quantitative easing, encore une fois, c'est de réduire l'épargne
en augmentant, on va dire, l'investissement. Et puis, il y a un tas d'autres effets qui viendront dans lesquels on parlera par la suite. Le problème, c'est que malheureusement, la liquidité, c'est un petit peu comme une drogue. Il faut voir l'économie comme un corps humain et la liquidité comme une drogue. Dans le fond, lorsqu'on donne de la liquidité à une économie qui est saine, qui ne baigne pas dans la liquidité, c'est comme donner de la drogue ou quelque autre substance à un humain qui est sobre, en bonne santé, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Sur le coup, ça va le rendre euphorique, ça peut lui donner de l'énergie, ça peut le faire voyager, etc. etc. Mais dans le fond, la redescente est brutale. La redescente est brutale, ça veut dire que lorsqu'on monte le taux, si j'applique ça applique la petite métaphore à l'économie, ça veut dire que lorsqu'on monte le taux d'intérêt, bah, tout de suite ça fait mal parce que le crédit est moins bon marché, parce que c'est plus difficile de se financer, etc., etc. Or, ce qu'on a fait depuis 2008, c'est que au lieu de laisser l'économie être en gueule de bois concrètement, on lui a dit on va combattre le mal par le mal, et puis bah, s'il y a trop de liquidité, c'est pas grave, on va remettre encore plus de liquidité. C'est when it trouble, double. D'accord? Quand ça marche pas, miser double. Et donc aujourd'hui, on est dans une sorte de cercle vicieux qui fait que l'économie, et on l'a vu jusqu'à très récemment, est accro à la liquidité. La preuve, depuis 2022, donc là je parle a posteriori, je parle pas dans le bouquin, mais je parle a posteriori, depuis 2022, qu'on s'est tapé l'inflation, etc., etc., les banques centrales, la Fed en premier, si je dis pas de bêtises, a remonté ses taux en été 2022 et puis a continué progressivement, la Banque centrale européenne aussi. Et puis on voit bien que il y a eu un krach obligataire massif. Ça a eu des conséquences qu'on voit que maintenant en mars 2023, donc très récemment avec les faillites bancaires et également les assureurs et les choses comme ça qui ont pris une perte massive dans leur portefeuille. Suite à... Pourquoi? Parce que bah, tout simplement l'économie sort, pour une fois on a arrêté de lui injecter sa petite piqûre de je ne sais quoi, on a arrêté on l'a laissé un petit peu en gueule de bois, on l'a laissé dessouler au lieu de lui redonner une bière lorsqu'elle se réveille de la veille, quoi, si vous voulez. Et malheureusement, on voit bien que même aujourd'hui on est obligé de remettre de la liquidité en permanence. La preuve, la Fed avait commencé récemment avait réussi à faire reculer un petit peu la liquidité en montant son taux directeur, mais tous ces efforts-là ont été ruinés parce qu'ils ont injecté de nouveau 400 milliards, si je ne dis pas de bêtises, pour ne pas créer de panique avec SVB et compagnie. Bon, je diverge un peu du bouquin, mais c'est très important de comprendre qu'on est dans un monde de liquidité et que ça continuera. Alors, au moins, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que dans le fond, le quantitative easing et tout ça fonctionne? Parce que ce serait quand même bête qu'on fasse tout ça et que ça ne fonctionne pas. Alors, oui, il y a des bons effets au quantitative easing. On va en citer quelques-uns. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les effets de richesse. Qu'est-ce qu'un effet de richesse? Un effet de richesse, c'est le fait d'accroître sa consommation, plus précisément d'accroître sa proportion marginale à consommer. Donc, je vais illustrer après avec un exemple. Donc d'accroître sa consommation pour la simple et bonne raison que le patrimoine d'un individu augmente. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que vous soyez, voilà, vous gagnez 2000 euros par mois en France, hein, bien sûr, donc vous gagnez un peu plus que le salaire médian, et vous avez une maison de 200 000 euros, d'accord? Admettons que pour une raison X ou Y, votre maison, le prix de votre maison passe de 200 000 euros à 400 000 euros. D'accord? Bon, sur le papier, vous êtes toujours dans la même maison, etc. Mais vous avez quelque part un gain potentiel, une plus-value, ce qu'on appelle latente, de 200 000 euros. Donc, étant donné que vous avez le train de vie d'un Français un peu moyen qui gagne 2 000 euros, vous dites c'est chouette. Et donc, vous allez avoir tendance, même si votre salaire reste à 2 000 euros, à accroître votre consommation. Donc concrètement, si par mois, avec votre salaire de 2 000 euros, vous épargnez 500 euros et vous dépensez 1 500 euros, et ben le fait que votre maison passe d'un prix de 200 000 euros à un prix de 400 000 euros, vous allez peut-être vous dire, bon, bah, c'est bon, dans le fond, si j'ai pas besoin d'épargner, de me faire un petit coussin d'épargne, etc. S'il m'arrive un problème, je revends la maison et puis je suis tranquille. J'en prendrai une moins chère et j'aurai du cash sur mon compte. Et donc, bah, je vais dépenser plus mon salaire. Si j'ai 2 000 euros, je vais dépenser 1 800 euros, par exemple.
Et donc, votre proportion marginale à consommer, hein, c'est ça dans le fond, augmente. Donc ça, c'est l'effet de richesse et ça marche. Alors, c'est pas tellement quelque chose en France, c'est pas quelque chose de très efficace en France, mais ça marche beaucoup aux États-Unis, au Japon ou en Angleterre. Bon, on aura l'occasion de revenir sur le revers de la médaille des effets de richesse, un peu plus loin dans le livre. On a également une hausse des importations. Pardon, une hausse des exportations et donc, du coup, une hausse de l'activité créée par le quantitative easing. Pourquoi, vous allez me dire, les exportations? Tout simplement parce que au final, le quantitative easing, les politiques monétaires non conventionnelles, créent de la monnaie. Or, ce qui définit le prix d'une monnaie, c'est sa rareté, dans le fond. Donc, si on a plein de monnaie, dans le fond, la monnaie vaut de moins en moins cher. Elle vaut de moins en moins cher vis-à-vis du reste du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très concrètement, le taux de change baisse. Si avant vous aviez, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 1 dollar contre 1 euro, eh ben vous auriez peut-être, vous allez avoir 50 centimes contre 1 dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, vous pouvez avoir des exportations qui vont bondir parce que vous allez devenir plus compétitif. Bon, ok, admettons. Et enfin, je vais donner un dernier petit avantage du quantitative easing. Il y en a d'autres, mais on y reviendra plus tard. Ça va être de faire repartir l'inflation. Alors là, ça peut paraître assez fou parce que, comme dit, on est en 2023 quand je fais cette vidéo. L'inflation, c'est un vrai problème pour les banques centrales. On se tape des inflations à 2 chiffres depuis 2022. Et là, on dit qu'il faut faire repartir l'inflation. Ben oui, parce qu'en fait, dans la zone euro, il ne faut pas oublier qu'avant la guerre en Ukraine et compagnie, qui a été peut-être pas qui n'est pas forcément la parenthèse, mais guerre en Ukraine qui n'est pas forcément la cause de l'inflation, mais qui est un catalyseur ou un vecteur par lequel l'inflation a pu se transmettre. Bref, parenthèse fermée. L'inflation en zone euro était très 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 faible. En 2016, j'ai le chiffre, c'était moins 0,1%, donc 0%. Et donc, le problème, c'est que lorsqu'on est à une déflation qui est nulle, enfin une inflation qui est nulle, voire négative, c'est de la déflation. Et ça, c'est autant l'inflation à 2 chiffres, c'est la bête noire des banques centrales, autant la déflation, c'est également la bête noire des banques centrales. Pourquoi? Parce qu'une déflation, ça veut dire que plus personne n'achète rien, parce que dans le fond, j'achèterai pas ma bagnole cette année, j'achèterai l'année prochaine parce qu'elle vaudra moins cher, quoi. Donc c'est pas bon du tout. Donc l'avantage du quantitative easing, c'est qu'en créant plein de monnaie, ça peut faire repartir un peu d'inflation, ce que les banques centrales n'arrivent même plus à faire depuis les années 2000 et même après 2008. Donc ça, c'était pour les avantages du quantitative easing. Mais il y a un tas d'effets néfastes. Donc on va les citer et puis surtout on y reviendra. Là, je vais arrêter la vidéo dans pas très longtemps, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo qui traitera exclusivement de ces effets néfastes. On a premièrement un excès d'endettement parce que le crédit ne coûte pas cher. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'avant j'ai dit que les agents ne s'endettent pas plus qu'ils ne peuvent. C'est vrai en soi, c'est-à-dire que autoriser les gens à s'endetter quand ils sont déjà endettés au maximum de leur capacité, ça sert à rien. Ils vont pas s'endetter pour s'endetter. Mais ça n'empêche que les agents sont quand même très 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 endettés puisque l'argent ne coûte rien. Et donc cet endettement va créer tout simplement des bulles spéculatives sur les marchés financiers. On en reparlera également un peu plus tard. On l'a dit en introduction, le quantitative easing du coup va également baisser les spreads, donc baisser ce qu'on appelle les primes de risque. Ça peut également créer une explosion du déficit public, donc ça rejoint exactement le point de l'excès d'endettement, parce qu'encore une fois, des décideurs publics qui sont par exemple en France élus tous les 5 ans, ils s'en tapent de voir à long terme. S'ils peuvent essayer d'améliorer à court terme la situation grâce à des dépenses publiques généreuses, etc., etc., avec de l'argent qui ne coûte rien, c'est tout bénef pour eux. Mais ça, c'est un vrai problème, le problème de la dette qui n'a coûté à zéro, parce que, on le verra plus tard, mais l'État refinance perpétuellement sa dette. Et donc, lorsque vous avez de la dette qui est à 0% et que les taux passent, comme maintenant en 2023, vous avez des taux qui montent par exemple à 3-4%, des taux d'intérêt directeurs, forcément, ça va poser problème pour refinancer la dette. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Et enfin, on a également une guerre des monnaies. Alors, qu'est-ce qu'une guerre des monnaies? Grosso modo, on en parlera aussi dans la prochaine vidéo, mais la guerre des monnaies, c'est le fait de déprécier volontairement son taux de change, donc comme on l'a dit, pour favoriser ses exportations,
mais au détriment en fait du pays d'à côté. Ça veut dire que concrètement, si je suis en crise moi, bah, c'est simple, je vais rendre ma monnaie moins chère. Donc au sein des habitants de mon pays, ça change rien pour eux, mais du coup, le reste du monde se dit, tiens, chez eux, c'est pas cher. Et donc, bah, ça reporte la crise sur les autres. Donc voilà un petit peu pour cette première partie et cette première, on va dire, ce premier résumé du livre, qui est comment, voilà, qu'aujourd'hui on est dans un monde, on baigne dans la liquidité. On n'a jamais eu autant de liquidité que de nos jours. Ça a été une approche totalement différente de ce que les banques centrales ont pu faire dans le passé, qui était avant, bah voilà, on augmente le taux d'intérêt, on le baisse, on régule l'inflation, on fait ça plus ou moins. Non, là, malgré le fait que la crise était passée, les banques centrales ont décidé de maintenir leur taux au plancher à 0% pour favoriser la croissance. Elles se sont permis de faire ça car l'inflation avait disparu. Et vu que ça ne suffisait pas, elles se sont dit on va encore plus augmenter la liquidité parce que dans le fond c'est la seule chose qu'on peut faire étant donné que les politiques budgétaires sont épuisées et puis que dans le fond bah, une banque centrale n'a pas augmenté la liquidité d'une manière ou d'une autre, elle peut rien faire de plus. Donc elles se sont dit on va trouver une solution, on va faire du quantitative easing, rachat d'obligations souveraines par la banque centrale, on donne du pognon à l'investisseur, mais encore une fois, en théorie, ce pognon cet argent, cette liquidité est censée être utilisée pour financer l'économie réelle, etc., faire repartir la croissance. Mais en pratique, vu que les perspectives de croissance sont assez mortes, en France, en France, à l'échelle même mondiale, il y a un tas de problèmes structurels dont on parlera dans la prochaine partie qu'il va falloir d'abord régler pour faire repartir la croissance. C'est pas en injectant, comme dit, de la liquidité et en donnant de la liquidité aux investisseurs que ces derniers vont l'investir dans l'économie réelle, puisque ça ne rapporte plus rien. Ils vont préférer l'investir dans des actifs dont le prix va monter, puisque de toute façon, la liquidité ne va jamais s'arrêter. Et donc, cet excès de liquidité dû aux politiques monétaires non conventionnelles, quantitative easing, etc., crée un tas de problèmes dont on va parler dans la prochaine vidéo.